Mon père a exigé que je sacrifie l'avenir de ma fille, jugée banale, pour mon neveu surdoué. Après mon refus, ma sœur m'a humilié. Des années plus tard, ma fille est arrivée en hélico. Ce qu'elle a remis à ma sœur, devenue SDF, a stupéfié tout le monde. Je m'appelle Geneviève Dubois. J'ai passé 48 ans dans une famille patriarcale où les filles étaient élevées pour servir et les fils pour hériter. Cette malédiction a également suivi ma fille. Il y a 15 ans, mon père a convoqué une réunion de famille et a exigé que je remette le fonds d'études de Lise, 50 000 €, pour payer les frais de scolarité du fils surdoué de mon frère à HEC. Il va à HEC, a sifflé ma sœur Pascale, son visage à quelques centimètres du mien. Ta fille est banale. Elle finira exactement comme toi, une moins que rien. Puis elle m'a craché au visage. Pas une métaphore. Du vrai crachat glissant, chaud, sur ma joue. La pièce est devenue silencieuse. Mon père observait depuis son fauteuil et n'a rien dit. Le mois dernier, à la réunion de famille, ma fille banale est descendue d'un hélicoptère sur la pelouse de ce même homme. Et ce qu'elle a placé dans les mains tremblantes de ma sœur, maintenant sans abri chaque personne dans cette pièce en parle encore. Pour comprendre le poids de ce moment avec l'hélicoptère, je dois vous ramener là où tout a commencé. Une maison où j'ai appris très tôt que ma valeur avait une date d'expiration et que mes rêves n'étaient que la monnaie d'échange pour l'avenir de quelqu'un d'autre. La maison de la famille Dubois s'étend sur 1 hectare près de Bordeaux, en Gironde. Une maison de maître blanche qui est dans la famille de mon père depuis 4 générations. Le lierre grimpant sur les chênes centenaires ressemble à des rideaux fantomatiques. Et il y a un drapeau français sur le porche que mon père remplace tous les 6 mois, qu'il en ait besoin ou non. À l'intérieur, la salle à manger vous dit tout ce que vous devez savoir sur le monde d'Henri Dubois. Il y a une table en acajou pour 12 personnes, si bien polie que vous pouvez y voir votre reflet. Mais voici le détail. Une seule chaise a des accoudoirs. C'est le trône de mon père, au bout de la table. Le reste d'entre nous s'asseyait sur des chaises en bois identiques, bien que celle de mon frère Vincent ait toujours été la plus proche de papa. Toujours. Je suis l'aîné de 3 enfants. Vincent est né 2 ans après moi, l'enfant prodige, l'héritier, celui dont mon père prononçait le nom avec fierté. Puis Pascal, 5 ans plus jeune que moi, a passé toute sa vie à essayer d'être la fille que papa voulait vraiment. Et moi? J'étais le fantôme sur les photos de famille. Je n'exagère pas. Entrez dans cette maison aujourd'hui et vous verrez le mur du couloir tapissé de cadres. Le championnat de football de Vincent au lycée. La remise des diplômes de l'école de commerce de Vincent. L'ouverture de la première concession automobile de Vincent. Il y a même une coupure de journal encadrée de l'époque où il a figuré dans la liste des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans du magazine économique local. Un honneur qui a duré exactement 2 ans avant que sa concession ne fasse faillite. Mes cadres? Il n'y en a pas. J'ai été major de ma promotion au lycée. Première de ma formation d'infirmière, 25 ans de médaille de service de l'hôpital mémorial de Bordeaux. Mais ces réussites n'ont jamais trouvé leur place sur ce mur. Le métier d'infirmière, a dit un jour mon père en faisant tourner son Armagnac, n'est qu'un simple travail de bonne glorifié avec un stéthoscope. Ce mur m'a appris quelque chose très tôt. Dans la maison des Dubois, les accomplissements ne comptent que si vous êtes né avec la bonne anatomie. Les gens supposent que je suis devenue infirmière parce que je ne pouvais rien faire d'autre. C'est ce que pense mon père. C'est ce que Vincent dit à sa femme quand ils ont besoin de se sentir supérieur à quelqu'un. La vérité. J'ai choisi le métier d'infirmière parce que je voulais passer ma vie à aider réellement les gens, pas seulement à parler de les aider. J'ai travaillé aux urgences de l'hôpital mémorial de Bordeaux pendant 25 ans. J'ai tenu la main de personnes rendant leur dernier souffle. J'ai dit à des mères que leurs enfants allaient survivre. J'ai été frappé, mordu, on m'a crié dessus, et on m'a remercié dans la même journée de travail. J'ai sauvé des vies, des centaines probablement, pendant que mon frère était occupé à perdre l'argent des autres dans des entreprises qui ont échoué. Mais rien de tout cela n'importe à Henri Dubois. Mon mariage n'a pas non plus amélioré ma situation. Je me suis marié jeune, à 22 ans, avec un homme nommé Christian, qui m'a promis le monde et m'a livré un appartement vide. Il est parti quand Lise avait 3 ans, s'enfuyant avec sa secrétaire. Classique, n'est-ce pas? Il n'a jamais payé un centime de pension alimentaire. Il a simplement disparu comme si j'étais un chapitre qu'il pouvait arracher de son propre livre.
La réponse de mon père, tu aurais dû mieux choisir. C'est ce qui arrive quand on épouse quelqu'un en dessous de sa condition. Comme si j'avais eu le moindre potentiel à ses yeux pour commencer. La seule personne qui a toujours cru en moi était ma grand-mère. La mère de ma mère, Marguerite Brennan. Elle est décédée il y a 20 ans, mais je porte toujours sa montre. Ce n'est rien d'extraordinaire. Une simple montre au bracelet argenté, au cadran rayé. Elle l'a portée tous les jours pendant 40 ans. Geneviève, m'a-t-elle dit un jour alors que je pleurais à cause d'un autre mépris de mon père. Le monde essaiera de te faire sentir petite. Ne le laisse pas faire. Ta valeur n'est pas déterminée par des aveugles qui refusent de voir. Je ne savais pas alors qu'elle avait déjà pris des mesures pour nous protéger, Lise et moi, d'outre-tombe. Laissez-moi vous parler de deux enfants qui ont grandi dans le même arbre généalogique mais qui auraient aussi bien pu être élevés sur des planètes différentes. Marc Dubois, le fils de Vincent, a été testé comme surdoué à l'âge de 6 ans. Mon père a failli organiser une parade. Soudain, chaque dîner de famille est devenu une vitrine des réussites de Marc. Ses scores de QI, ses victoires au tournoi d'échecs, les tuteurs privés que Vincent engageait à 200 € de l'heure, l'école préparatoire avec des frais de scolarité annuels de 40 000 € qui avait un blason sur le blazer. Marc portait ce blazer comme une armure, bleu marine avec des broderies dorées. Il s'asseyait au dîner de famille juste à côté de mon père et il discutait de l'avenir de l'héritage des Dubois comme s'il planifiait une dynastie. Et puis il y avait Malise. Elle allait à l'école publique, portait des t-shirts de Monoprix, faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner après des gardes de 12 heures. Ses notes étaient bonnes, une moyenne de 14/20, parfois des 16, mais rien qui ne fasse les gros titres. Lors des réunions de famille, Marc avait la place d'honneur. Lise était reléguée à la table des enfants dans le coin, même quand elle avait 16 ans et Marc 17. Même quand elle était plus grande que la moitié des adultes dans la pièce. Ce garçon va mettre le nom des Dubois sur la carte, a annoncé mon père un jour de Noël, levant son verre vers Marc. Puis il a jeté un coup d'œil à Lise qui picorait sa purée. « Qu'est-ce que ta fille fait ces temps-ci, Geneviève ? Toujours aussi banal ?» J'ai vu les épaules de Lise se raidir. Elle n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien. Elle gardait simplement les yeux baissés et la bouche fermée. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je lui ai serré la main sous la table. Tout a changé le printemps où Marc a eu 18 ans. Le jour où cette enveloppe couleur crème de HEC est arrivée. Je me souviens encore de l'appel téléphonique. La voix de Vincent était cassée comme s'il annonçait la seconde venue du Christ. Il a été accepté. Marc a été accepté à HEC. Admission complète, pas sur liste d'attente. Accepté. En 2 heures, toute la famille s'était rassemblée chez mon père. Quelqu'un a apporté du champagne, du Dom Pérignon, le champagne de luxe que mon père n'ouvrait que pour les vraies occasions. Et je veux dire de vraies occasions, pas les anniversaires de mariage. Il a ouvert du Dom Pérignon lorsque la première concession de Vincent a obtenu sa licence commerciale. Il l'a ouvert lorsque Marc a remporté le championnat d'échecs régional à 14 ans. Il ne l'avait jamais ouvert pour quoi que ce soit que j'ai fait. Ce soir-là, j'ai vu mon père de 76 ans verser de vraies larmes de joie en serrant son petit-fils dans ses bras. Un Dubois à HEC, répétait-il sans cesse. Enfin, un Dubois à HEC. Marc se tenait là dans son blazer, acceptant les louanges comme si c'était son droit de naissance, ce qui, je suppose, était le cas. Mais voici la partie dont personne ne parlait. HEC coûte de l'argent, environ 85 000 € par an pour les frais de scolarité, le logement, la nourriture et les frais divers. 4 ans signifiaient 340 000 €. Et Vincent était fauché. Je ne connaissais pas toute l'étendue de la situation à l'époque, mais les rumeurs étaient difficiles à ignorer. Sa troisième entreprise, une sorte de franchise de detailing automobile, s'était effondrée 6 mois plus tôt. Il avait déjà vendu son appartement de vacances au Cap Ferret. Lui et sa femme Barbara avaient discrètement déménagé de leur maison de 5 chambres à une location de 3 chambres, ce qu'ils expliquaient comme une réduction de la taille pour plus de commodité. Mais le champagne coulait toujours, et mon père pleurait toujours, et personne ne voulait aborder le sujet qui fâche. On trouvera l'argent, a dit Vincent ce soir-là, le bras autour des épaules de Marc. C'est trop important. On trouvera un moyen. Avec le recul, j'aurais dû savoir que ce moyen m'impliquerait.
L'appel est arrivé 3 semaines plus tard. J'étais à l'hôpital, je venais de terminer une double garde. 2 arrêts cardiaques, un AVC, un adolescent qui avait enroulé sa voiture autour d'un arbre et s'en était sorti avec un bras cassé. Mes pieds me faisaient mal, mon dos criait. Je ne voulais rien de plus que de rentrer chez moi et m'effondrer. Puis mon téléphone a vibré. Papa. Mon père ne m'appelait jamais. Pas pour les anniversaires, pas pour les fêtes, et certainement pas un mardi soir au hasard à 23h. Réunion de famille, a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix avait le même ton que celui qu'il utilisait pour annoncer les heures du dîner de Noël. Pas de salutations, pas de bavardage, juste des ordres. Dimanche à 14h, à la maison, ne sois pas en retard. De quoi s'agit-il? Tu le sauras dimanche. Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé Pascal, espérant avoir quelques informations. Oh, ça devrait être intéressant, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. Viens, Geneviève. Tu verras bien. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert mon placard pour trouver une robe pour dimanche, et ma main a frôlé la boîte inifugée sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient les documents auxquels je ne pensais jamais vraiment. L'acte de naissance de Lise, mes papiers de divorce, le titre de propriété de ma petite maison, et une enveloppe Kraft du cabinet d'avocat de maître Robert Whitmore, le testament de ma grand-mère. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, le fonds en fiducie qu'elle avait créé pour l'éducation de Lise, mais cela semblait maintenant de l'histoire ancienne. Lise avait 18 ans, sur le point de commencer un IUT à l'automne. La fiducie aiderait pour cela. J'ai failli remettre la boîte sans l'ouvrir. Presque. Mais quelque chose m'a poussé à sortir cette enveloppe. Quelque chose m'a poussé à vérifier que les documents étaient toujours là. Le dernier cadeau de ma grand-mère pour nous, attesté et notarié. Je ne savais pas encore à quel point j'en aurais besoin. Le dimanche est arrivé comme une audience de condamnation. J'ai conduit Lise chez mon père, toutes les deux silencieuses pendant la majeure partie du trajet de 30 minutes. Elle regardait par la fenêtre le lierre et les grandes maisons de maître, la mâchoire serrée. Maman, a-t-elle finalement dit. Est-ce que je suis obligé d'y aller? Ton grand-père a spécifiquement demandé ta présence. Il n'a jamais spécifiquement demandé ma présence de toute ma vie. Elle n'avait pas tort. La maison des Dubois était déjà pleine quand nous sommes arrivés. Vincent et Barbara étaient assis sur le canapé Chesterfield en cuir, l'air mal à l'aise. Marc se tenait près de la cheminée avec un t-shirt HEC qu'il avait déjà acheté, bien que les cours ne commencent que dans plusieurs mois. Pascal et son mari Richard occupaient la causeuse, et Pascal m'a lancé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. Satisfaction, anticipation. Et à la tête de la pièce, dans son fauteuil à oreilles sous le portrait à l'huile de son grand-père, était assis Henri Dubois. Tout le monde est là, a-t-il annoncé. Bien. Pas de salutation pour moi, aucune reconnaissance de Lise, juste les affaires. Mon père s'est lancé dans un discours sur l'héritage familial, sur la longue histoire des Dubois en Gironde, sur la façon dont Marc représentait l'avenir de tout ce que nous avions construit. Sa voix s'est gonflée de fierté quand il a parlé de HEC, du prestige, des relations, des portes que cela ouvrirait. Puis il en est venu au fait. Le problème, a-t-il dit, c'est le financement. Vincent a eu quelques revers commerciaux, temporaires, mais le moment est mal choisi. HEC attend le paiement de la première année en août. Il s'est tourné pour me regarder directement. Geneviève, je sais que tu as de l'argent mis de côté pour l'éducation de Lise, 50 000 € si je ne me trompe pas. Mon sang s'est glacé. Comment connaissait-il le montant exact? Cet argent, a-t-il poursuivi, couvrirait la première année de Marc. Après cela, il aura des bourses, des emplois étudiants, des prêts, mais nous avons besoin de cette première année. Papa, j'ai commencé. Laisse-moi finir. Sa voix était de fer. Marc va à HEC. Ta fille va à l'IUT. C'est un simple calcul, Geneviève. Cet argent serait gaspillé pour elle. À côté de moi, Lise a cessé de respirer. La pièce se refermait sur moi. Vincent s'est penché en avant sur le canapé, sa compassion répétée dégoulinant comme du miel sur du verre brisé. Geneviève,
nous savons que c'est une grosse demande, mais tu es la sœur aînée. Tu as toujours été la responsable. L'avenir de Marc, l'avenir de la famille, en dépend. Tu as toujours été si pragmatique, a ajouté Barbara, son collier de perles captant la lumière. Tu comprends sûrement que certaines opportunités ne peuvent pas être gâchées. J'ai regardé mon père. Cet argent n'est pas à moi. Il appartient à Lise. Lise? Henri a prononcé son nom comme s'il s'agissait d'un léger inconvénient. Lise va à l'IUT. Peut-être qu'elle ira dans une autre université après 2 ans. Peut-être qu'elle trouvera un emploi. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas besoin de 50 000 € pour ça. Marc est dans le 99e percentile, a insisté Vincent. Il va devenir avocat. Peut-être sénateur un jour. Les relations qu'il se fera à HEC. Et les relations de Lise. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Et son avenir? Pascal a ri. Elle a vraiment ri. Elle a décroisé les jambes et s'est penchée en avant, son chemisier de créateur se tendant sur ses épaules. Geneviève, sois sérieuse. Lise est une fille adorable, mais elle est ordinaire, des notes moyennes, pas de talent particulier. Elle finira probablement exactement comme toi, à faire un travail ingrat, à vivre dans une petite maison, à se demander ce qui aurait pu être. Lise a émis un petit son à côté de moi, comme un animal blessé. Ça suffit, ai-je dit. Vraiment? Pascal s'est levé, marchant vers nous. Parce que je ne pense pas que tu comprennes ce qui se passe ici. Papa te donne une chance de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer à cette famille pour une fois dans ta vie, et tu vas rester assise là et dire non à cause de quoi? De l'orgueil. Richard, le mari de Pascal, est resté silencieux. Il restait toujours silencieux. Marc examinait ses ongles. Barbara étudiait le plafond, et mon père observait simplement, attendant que je cède. Si tu ne fais pas ça, dit Henri doucement, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. La pièce a retenu son souffle. Tout ce qui s'est passé ensuite se déroule dans ma mémoire au ralenti. Pascal s'est approché, ses talons claquant sur le parquet de mon père. Son visage était tordu en quelque chose de laid. Des années de ressentiment, de jalousie, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous, a-t-elle sifflé. La martyre, la sainte, faisant ton petit boulot d'infirmière, élevant ta petite fille banale, agissant comme si tu étais au-dessus de tout ça. Pascal, je n'ai jamais. Tu sais ce que tu es, Geneviève. Elle était à quelques centimètres de mon visage maintenant. Tu es égoïste. Tu as toujours été égoïste. Maman t'a laissé cet argent parce que tu l'as manipulé, tout comme tu manipules tout le monde. Et maintenant, tu ne veux même pas le partager avec ta propre famille. Ce n'est pas je n'ai jamais terminé la phrase parce que Pascal m'a craché au visage. Pas une figure de style, pas une exagération. Elle a rassemblé de la salive dans sa bouche et a craché directement sur ma joue. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence choqué, un silence complice. Personne n'a bougé. Personne n'a dit, c'est allé trop loin. Personne ne m'a tendu un mouchoir. J'ai senti le crachat glisser sur mon visage, chaud et humiliant. Lise pleurait, des larmes douces et silencieuses coulant sur ses joues alors qu'elle regardait sa tante avec horreur. Je n'ai pas essuyé mon visage. Je sais que ça semble étrange, mais je voulais que Lise voie. Je voulais qu'elle se souvienne de ce moment, qu'elle se souvienne exactement de qui étaient ces gens, de ce dont ils étaient capables, du peu de considération qu'ils avaient pour nous. Tu l'as mérité, a dit mon père depuis sa chaise. Pour avoir déçu cette famille. Je me suis tourné pour le regarder. Mon père, l'homme qui m'a élevé, l'homme qui était censé me protéger. Il examinait son verre d'Armagnac, complètement impassible. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé, s'est brisé, peut-être, ou s'est finalement assemblé. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti un mouchoir. Lentement, délibérément, j'ai essuyé le crachat de Pascal de mon visage. J'ai plié le tissu soigneusement et je l'ai posé sur la table basse. Puis je me suis levé. Cet argent, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. J'ai veillé à ce qu'elle ne tremble pas. Ne m'appartient pas, et il ne vous appartient pas. Les yeux de mon père se sont plissés. De quoi parles-tu? Je parle du testament de grand-mère Marguerite.
Le nom a flotté dans l'air comme une grenade. La mère de ma mère n'avait jamais été le sujet favori d'Henri. Grand-mère ne m'a pas laissé 50 000 euros. Papa, elle les a laissés directement à Lise dans un trust légal géré par un fiduciaire indépendant à la Banque nationale. Je n'y ai pas accès. Je ne peux pas le retirer. Je ne peux certainement pas le donner à Marc. Vincent bafouillait déjà. C'est ridicule. Il doit y avoir un moyen de... Il n'y en a pas. Le trust est irrévocable. La seule personne qui peut accéder à cet argent est Lise, et uniquement pour ses propres frais d'éducation. Il a été attesté par Éléonore Brennan et notarié par l'État. Chaque document est archivé au cabinet de maître Robert Whitmore. Je me suis tourné vers Lise et je lui ai tendu la main. Elle l'a prise, ses doigts tremblants. Nous partons maintenant, ai-je dit. Et je veux que quelque chose soit très clair. J'ai regardé mon père, Vincent, Barbara et ses perles, Pascal, qui s'essuyait les lèvres comme si elle pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Ne me contactez plus. N'appelez pas. N'écrivez pas. Ne vous présentez pas chez moi. À partir de cet instant, je n'ai plus de famille. Le visage de mon père est devenu violet. Si tu franchis cette porte. Je suis déjà parti. Je suis sorti. Lise a suivi. Derrière nous, j'ai entendu des cris, mais je ne me suis pas retourné. Je ne me suis jamais retourné. Le trajet de retour a été les 30 minutes les plus silencieuses de ma vie. Lise regardait par la fenêtre, les larmes séchant encore sur ses joues. Je serrais le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Aucune de nous n'a parlé jusqu'à ce que je me gare dans notre allée. Notre petite maison de 3 chambres avec le porche qui grince et le jardin que je n'avais jamais le temps d'entretenir. Maman, a finalement murmuré Lise, est-ce qu'on y retournera un jour? J'ai coupé le moteur, assise là dans l'obscurité de la voiture. Non, ma chérie, nous n'y retournerons pas. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle le savait déjà, comme si une partie d'elle avait toujours su que cela arriverait. Les années qui ont suivi ont été exactement ce que mon père avait prédit, et rien de tel en même temps. Il n'y a pas eu de carte de Noël, pas d'appel d'anniversaire, pas d'invitation à des mariages ou à des remises de diplômes. Quand la fille de Pascal s'est mariée, je l'ai appris par une publication sur Facebook. Quand mon père a eu une crise cardiaque mineure, personne n'a appelé. Je suis devenu un fantôme. Nous le sommes devenus toutes les deux. Notre petite maison semblait plus grande sans le poids de leurs attentes. Plus calme aussi. Je travaillais mes gardes à l'hôpital. Lise a terminé le lycée. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, chose que nous n'avions jamais faite quand je devais constamment me rendre à des obligations familiales, essayant constamment de gagner une approbation qui ne viendrait jamais. Il n'y a plus que nous maintenant, a dit Lise un soir, en mettant la table avec nos assiettes dépareillées d'Emmaüs. Est-ce que c'est assez? J'ai regardé ma fille, 18 ans, des notes moyennes, pas de fonds en fiducie au-delà du modeste cadeau de grand-mère, pas de relation, pas d'héritage. C'est plus qu'assez, ai-je dit, et je le pensais. Perdre ma famille a fait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais garder mon intégrité, enseigner à ma fille que certains prix sont trop élevés à payer, c'était le seul héritage que je pouvais lui donner qui comptait vraiment. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été le mouton noir de votre famille, celui qui a toujours été négligé ou sous-estimé, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Et si cette histoire résonne en vous, peut-être appuyez sur ce bouton d'abonnement, seulement si vous voulez voir comment tout cela se termine. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 15 années de silence. Je vais être honnête avec vous. Ces premières années n'ont pas été un montage inspirant de triomphe sur l'adversité. Elles ont été dures. Le trust de grand-mère couvrait les frais de scolarité de Lise à l'IUT locale, mais de justesse. Il n'y avait pas assez pour une université, pas le genre avec des résidences universitaires, des plans repas et des programmes d'études à l'étranger. Alors Lise vivait à la maison, prenait le bus pour le campus et travaillait à temps partiel dans un café entre les cours. Je prenais des gardes supplémentaires dès que je le pouvais. Garde de nuit, garde de jours fériés, celles que personne d'autre ne voulait. J'ai vendu ma vieille Peugeot et j'ai pris le bus pendant 2 ans jusqu'à ce que je puisse me permettre une Renault d'occasion avec 200 000 km au compteur. J'ai résilié le câble, arrêté d'acheter de nouveaux vêtements,
appris que le riz et les haricots pouvaient être rendus intéressants avec suffisamment de créativité. Parfois, tard dans la nuit, après une garde brutale aux urgences, je me demandais si j'avais fait le mauvais choix. Et si je leur avais donné l'argent? Et si Lise était allée à l'IUT de toute façon et que j'avais gardé ma famille? Et si être aimé, même conditionnellement, était mieux que d'avoir raison? Mais alors je me souvenais du crachat glissant sur ma joue, du silence dans cette pièce, du visage de mon père alors qu'il regardait sans rien faire. Et je me souvenais pourquoi. Lise ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. Elle étudiait à notre table de cuisine, la même table où elle faisait ses devoirs depuis l'âge de 6 ans. Elle est allée à l'université de Bordeaux après 2 ans, faisant 1 heure de trajet aller-retour chaque jour parce que c'était moins cher que le logement. Maman, m'a-t-elle dit un jour, épuisée après un service de 8 heures au café suivi d'un cours du soir. Je vais devenir quelqu'un, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, juste pour me prouver que j'avais raison. Je la croyais. Je l'avais toujours cru, mais je n'avais aucune idée de ce que ce quelqu'un deviendrait. Les nouvelles de la famille Dubois me parvenaient comme les ragots le font toujours, par des gens qui ne pouvaient s'empêcher de partager. Éléonore Brennan, la plus vieille amie de ma grand-mère et témoin de son testament, passait chez moi tous les quelques mois. Elle avait maintenant dans les 70 ans, toujours aussi vive d'esprit, et elle avait un réseau de vieilles dames de l'église qui savaient tout sur tout le monde à Bordeaux. Marc a abandonné HEC, m'a-t-elle dit un après-midi d'automne, environ 5 ans après cette réunion de famille, autour d'un thé. J'ai posé ma tasse. Quoi? Il n'a pas supporté. Apparemment, la pression, la charge de travail. Qui sait? Vincent raconte à tout le monde qu'il prend une année sabbatique pour se trouver. La voix d'Éléonore dégoulinait de la satisfaction particulière de quelqu'un qui avait vu cela venir. Cette année sabbatique dure maintenant depuis 3 ans. Je ne me sentais pas heureuse à ce sujet. Pas exactement, mais je ne me sentais pas triste non plus. Et Vincent a vendu une autre maison. La 3e, je crois. Barbara a été aperçue dans des dépôts-ventes. Éléonore secoua la tête. Ce garçon n'a jamais appris à garder l'argent, seulement à le dépenser. Et Pascal? L'expression d'Éléonore a changé. Quelque chose comme de la pitié a traversé son visage. Richard l'a quitté, à tout prix, la maison, les économies, même le chien. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle squattait les canapés de ses amis. J'aurais dû me sentir vengé. Une partie de moi l'était, mais surtout, je me sentais simplement fatigué. Ton père pense toujours que Marc trouvera sa voie, a ajouté Éléonore. Il dit ça depuis des années. Chaque fois que je le vois à la pharmacie, il parle de Marc comme s'il était sur le point de guérir le cancer. Et moi? Est-ce qu'il parle de moi? Éléonore a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Non, Geneviève, il ne le fait pas. J'ai hoché la tête. Ça faisait moins mal que je ne l'avais prévu. Pendant que l'empire des Dubois s'effondrait tranquillement, quelque chose d'autre se construisait tranquillement. Lise a obtenu son diplôme de l'université de Bordeaux avec une moyenne de 14/20. Pas avec les félicitations du jury, rien qui n'aurait impressionné mon père. Elle a trouvé un emploi dans une petite entreprise technologique au service client. Niveau débutant, 32 000 € par an. Ce n'est pas glamour, a-t-elle admis. Mais ils ont dit que je pouvais apprendre la programmation sur le tas. Elle a fait plus qu'apprendre. Elle l'a dévoré. Je rentrais de garde tardive et la trouvais penchée sur son ordinateur portable à 2 heures du matin, des lignes de code défilant sur l'écran. Elle avait transformé sa chambre en un espace de travail, les murs couverts de post-it sur quelque chose appelé algorithme et réseau d'énergie durable. Je ne comprenais rien à tout cela. Il y a un hackathon le mois prochain, m'a-t-elle dit un soir, levant à peine les yeux de son écran. Des équipes s'affrontent pour créer des applications qui résolvent des problèmes environnementaux. Le gagnant reçoit un financement de démarrage d'une société de capital risque. Tu vas participer? Elle m'a finalement regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une détermination féroce et silencieuse. Je l'ai déjà fait, maman. J'ai créé une application qui suit l'empreinte carbone des petites entreprises, leur montre exactement où elles gaspillent de l'énergie et comment y remédier. Tu as gagné? Non. Elle a souri. Mais un des investisseurs a demandé ma carte, il a dit qu'il voulait garder un œil sur moi.
Je ne savais pas ce que cela signifiait. Pas à l'époque, mais je me souviens avoir pensé que ma fille, la banale Lise, Lise au t-shirt Monoprix, Lise de l'IUT, avait un feu en elle que je n'avais jamais vu chez Marc, malgré tous ses points de QI et ses tuteurs privés. Maman, a-t-elle dit en se retournant vers son ordinateur portable. Je ne suis pas intelligente comme Marc, mais je travaille plus dur que quiconque que je connaisse. Ça doit bien compter pour quelque chose, non? Ma chérie, ai-je dit, l'intelligence sans éthique de travail n'est que du potentiel gâché. Tu as les deux. Je réalise maintenant que je devrais vous raconter toute l'histoire du cadeau de grand-mère Marguerite, car ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un message. Marguerite Brennan avait été enseignante pendant 40 ans. Elle n'a jamais gagné plus de 35 000 € par an de sa vie. Elle a conduit la même Renault pendant 20 ans. Elle découpait des coupons. Elle fabriquait ses propres vêtements. Et d'une manière ou d'une autre, grâce à des décennies de discipline et d'intérêt composés, elle a amassé 80 000 €. Son testament, rédigé par maître Robert Whitmore et attesté par Eleanor Brennan, était spécifique, presque prophétiquement spécifique. 50 000 € ont été placés dans un trust éducatif irrévocable pour Lise. Le fiduciaire était la Banque nationale, pas moi, personne de la famille. Les fonds ne pouvaient être débloqués que pour les frais de scolarité, les livres et les dépenses éducatives, justifiées par des reçus. Personne ne pouvait y toucher. Ni Henri, ni Vincent, ni même moi. Les 30 000 € restants ont été placés dans un fonds d'urgence distinct, et également pour Lise, à débloquer lorsqu'elle aurait 25 ans. Mais la partie qui me fait encore pleurer était manuscrite dans l'écriture tremblante de ma grand-mère au bas du testament. À ma petite fille, Lise Dubois, la seule lueur de gentillesse dans une famille qui a oublié comment être aimable. Je laisse ce trust pour être utilisé uniquement pour son éducation et son avenir. Puisse-t-il te donner ce qu'ils ne t'ont jamais donné, une chance. Ma grand-mère avait tout vu venir. Le favoritisme, le mépris, la façon dont mon père choisirait toujours les fils plutôt que les filles, l'or plutôt que la stabilité, le tape à accent grave-l'œil plutôt que la substance. Elle a protégé Lise avant même que Lise ne sache qu'elle avait besoin de protection. Éléonore a confirmé tout cela lorsque je lui ai finalement demandé des années plus tard. Ta grand-mère a réécrit ce testament 3 fois, m'a-t-elle dit, s'assurant qu'il était blindé, s'assurant qu'Henri ne pourrait pas mettre la main sur un seul centime. Certains anges n'ont pas d'ailes. Certains anges ont des documents notariés. L'appel téléphonique est arrivé 5 ans avant aujourd'hui. Je me préparais pour une garde de nuit quand mon portable a vibré avec le nom de Lise. Maman. Sa voix était étrange, tremblante, mais vive. Quelque chose s'est passé. Mes instincts d'infirmière ont pris le dessus. Es-tu blessé? Tu vas bien? Je vais bien. Je vais plus que bien. Elle a pris une profonde inspiration. Tu te souviens de cet investisseur du hackathon? Celui qui gardait un œil sur moi. Vaguement. Il vient de m'offrir 500 000 €. Je me suis assise sur mon lit. Pardon, quoi? Il a fallu 1 heure à Lise pour tout expliquer. Les réunions de présentation, le business plan, le prototype qu'elle avait construit les soirs et les week-ends tout en travaillant à son emploi de jour. L'application qu'elle avait créée avait évolué pour devenir une plateforme complète de gestion de l'énergie pour les entreprises. Un investisseur a vu le potentiel, puis un autre, puis une société de capital risque appelée Greenlight Partners. Ils veulent que je quitte mon emploi et que je fasse ça à plein temps, a dit Lise. Ils appellent la société Technologie Sentier Vert. Ils pensent que ça pourrait devenir énorme, maman. Vraiment énorme. Je ne savais pas quoi dire. Ma fille, la banale, la négligée, se voyait offrir un demi-million d'euros pour poursuivre un rêve que je comprenais à peine. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-elle demandé, semblant soudainement redevenir ma petite fille. Je pense que ta grand-mère serait fière. Les 3 premières années de Sentier Vert ont été brutales. Lise travaillait 18 heures par jour. La société a failli faire faillite 2 fois. Une fois quand un ingénieur clé a démissionné, une autre fois quand un contrat promis a échoué à la dernière minute. Elle vivait dans un studio et conduisait la même vieille Renault que je lui avais donnée à son diplôme. Mais elle n'a jamais abandonné. La 4e année, Sentier Vert a signé un contrat avec une grande chaîne de supermarchés pour moderniser tous leurs magasins avec des systèmes éco-énergétiques. Ce contrat valait 47 millions d'euros.
L'invitation est arrivée dans une enveloppe couleur crème avec l'adresse de mon père en relief au dos. Papier cartonné lourd, police de caractère formel, le genre de papeterie qui coûte plus cher que mon budget d'épicerie. Vous êtes cordialement invité à la réunion de la famille Dubois. Samedi 15 octobre, 14 h. Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de réaliser que mes mains tremblaient. 15 ans de silence, et maintenant ça, une invitation gravée comme si rien ne s'était jamais passé, comme s'il ne m'avait pas craché au visage et ne m'avait pas excisé comme une tumeur. J'ai immédiatement appelé Éléonore. Tu en as reçu une aussi? Oui. Henri a des problèmes de santé. Le cœur principalement. On dit qu'il veut faire amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Elle a fait une pause. Je pense que sa version de l'amende honorable est de réunir tout le monde dans la même pièce et de prétendre que la dernière décennie et demie n'était qu'un malentendu. Je n'y vais pas. Je ne te blâme pas. Mais 2 jours plus tard, Lise m'a appelé. Maman, j'ai reçu une lettre de grand-père. Jette-la. Je l'ai déjà ouverte. Elle est restée silencieuse un moment. Il veut me rencontrer, dit qu'il a entendu des choses sur moi, veut voir ce que je suis devenu. Le culot, l'audace absolue. Tu ne lui dois rien, ai-je dit. Je sais. La voix de Lise était calme. Trop calme. Mais je veux y aller. Il y a quelque chose que je dois faire. Lise. Je n'y vais pas pour lui, maman. J'y vais pour grand-mère Marguerite. Et peut-être, a-t-elle hésité, peut-être pour nous, pour leur montrer à quoi ressemble Banal 15 ans plus tard. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Ma fille ne demandait pas la permission. Elle m'informait d'une décision. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Viens avec moi, a-t-elle dit. Et tu verras. Je ne savais pas alors ce qu'elle avait en tête, mais je connaissais ma fille. Quoi que ce soit, cela vaudrait la peine d'en être témoin. 3 jours avant la réunion, Lise s'est présentée chez moi avec une mallette en cuir que je n'avais jamais vue auparavant. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en la posant sur ma table de cuisine. À l'intérieur de la mallette se trouvaient des documents, des piles de documents, des statuts de société, des certificats d'exonération fiscale, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, tous portant le nom de la Fondation Marguerite Brennan. Tu as créé une organisation caritative. Ai-je demandé en feuilletant les papiers. Il y a 6 mois. C'est une association loi 1901, entièrement enregistrée, avec un financement initial de 5 millions d'euros. Lise s'est assise en face de moi. Nous offrons des bourses et des formations professionnelles aux femmes en situation difficile, des mères célibataires, des survivantes de violences conjugales, des femmes qui ont tout perdu et ont besoin d'une seconde chance. Ma gorge s'est serrée. Tu l'as nommée d'après grand-mère. Elle m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. C'est son héritage, maman, pas le mien. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait maintenant 33 ans, PDG d'une entreprise valant 200 millions d'euros, mais assise à ma table de cuisine en jean et en chemisier simple. Elle aurait pu avoir 18 ans à nouveau. Il y a autre chose, a dit Lise, sa voix prudente. J'ai fait des recherches sur tante Pascal. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle vit dans un foyer pour femmes à Bordeaux. Depuis presque 2 ans. Elle a tout perdu quand Richard est parti. Pas de travail, pas d'économie, pas de famille disposée à l'aider. J'ai pensé au visage de Pascal il y a 15 ans. Le mépris, le crachat glissant sur ma joue. Je veux lui offrir une place dans le programme de formation de la Fondation, a poursuivi Lise. 6 mois de certification en comptabilité, une aide au placement et un logement de transition, tout cela gratuitement. Après ce qu'elle m'a fait? Il ne s'agit pas de pardon. Les yeux de Lise étaient stables. Il s'agit d'être meilleur qu'eux. C'est ce que grand-mère aurait voulu. Ma fille banale, ma fille extraordinaire. Le jour de la réunion, il faisait exceptionnellement chaud pour un mois d'octobre. 27 degrés Celsius avec un ciel si bleu qu'il semblait artificiel. J'ai conduit seul jusqu'à la maison de mon père. Lise avait insisté pour arriver séparément, bien qu'elle n'ait pas voulu me dire comment. Fais-moi confiance, avait-elle dit, avec ce sourire calme qui avait commencé à me rendre nerveuse. La propriété des Dubois semblait différente de mes souvenirs.
Les chênes étaient les mêmes, drapés de lierre comme toujours, mais la maison elle-même semblait plus petite. La peinture s'écaillait près des gouttières. La pelouse n'était pas aussi bien entretenue. Des signes de déclin, des signes que même les puissants du bois ne pouvaient retenir le temps. Environ 30 membres de la famille se promenaient dans le jardin, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes et des oncles qui n'avaient jamais pris la peine de prendre mon parti. De longues tables étaient installées sur la pelouse, recouvertes de nappes en lin blanc et de plats de traiteur qui semblaient chers mais qui provenaient probablement de Carrefour. J'ai immédiatement repéré Vincent. Il avait pris du poids et son costume ne lui allait pas tout à fait, trop serré aux épaules, tendant aux boutons. Barbara se tenait à côté de lui dans une robe de la saison passée, ses perles semblant plus ternes que dans mon souvenir. Et il y avait Marc. Mon Dieu, Marc. Il se tenait dans le coin près de la haie, portant une chemise Oxford froissée avec le col de travers. Ses cheveux étaient en désordre. Il tenait une bière comme une bouée de sauvetage et fixait son téléphone, évitant le contact visuel avec tout le monde. 33 ans, pas de travail, pas de direction. Le génie qui avait atteint son apogée à 17 ans. Mon père était assis dans un fauteuil en osier sur la terrasse, l'air fragile d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. 76 ans, un tube à oxygène dans le nez, une couverture sur les jambes malgré la chaleur. Il m'a vu et ses yeux se sont légèrement écarquillés. J'ai hoché la tête une fois, sans sourire. Puis je l'ai entendu, un son qui n'avait pas sa place dans la banlieue bordelaise. Le bruit sourd des pales d'un hélicoptère. Toutes les têtes dans ce jardin se sont tournées vers le haut. L'hélicoptère est apparu au-dessus de la cime des arbres, noir et élégant. Un Airbus H130 qui captait le soleil de l'après-midi comme de l'obsidienne polie. Il a tourné une fois, 2 fois, puis a commencé sa descente vers le seul espace ouvert assez grand pour l'accueillir, la pelouse prisée de mon père. Mais qu'est-ce que c'est que ça? A commencé Vincent. Le vent des rotors a fouetté les nappes. Les serviettes se sont envolées comme des oiseaux effarouchés. Les femmes ont attrapé leurs chapeaux. Les hommes se sont protégés les yeux. Mon père a lutté pour se lever, s'agrippant à sa bouteille d'oxygène. L'hélicoptère s'est posé, ses pales ralentissant lentement jusqu'à l'arrêt. La porte s'est ouverte et Lise est sortie. Elle portait un tailleur gris ardoise. Armani, ai-je appris plus tard, bien qu'elle m'ait dit l'avoir acheté d'occasion dans un dépôt-vente. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, de simples clous de diamants aux oreilles. Aucune ostentation, juste un succès tranquille et indubitable. Elle a traversé la pelouse vers nous, et j'ai regardé les visages de ma famille passer par le choc, la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Qui est-ce? A chuchoté quelqu'un. C'est Lise. La bouche de Vincent était bée. Barbara serrait ses perles, les serrait vraiment comme un cliché devenu réalité. Marc avait enfin levé les yeux de son téléphone, et son visage avait la couleur du vieux papier. Mon père se tenait figé, une main sur sa bouteille d'oxygène, regardant sa petite fille comme si elle était une apparition. Bonjour à tous. La voix de Lise a traversé la pelouse, calme et claire. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Elle est passée devant les parents bouche bée, devant les tables du traiteur, devant Marc, qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle s'est arrêtée devant mon père. Bonjour, grand-père. Henri Dubois a regardé l'hélicoptère, le tailleur, les boucles d'oreilles en diamant, la femme que sa lignée avait rejetée comme banale toute sa vie. Il n'a pas pu terminer la phrase. Lise a souri. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas froid. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait plus besoin de rien de la personne en face d'elle. Je suis Lise Dubois, PDG de Technologie Sentier Vert, et je crois que nous avons des choses à discuter. Henri a tendu les bras pour une étreinte. Lise a reculé d'un pas, pas de manière dramatique, pas de manière impolie, juste une limite, une ligne tracée dans l'air entre eux. Grand-père, a-t-elle dit, sa voix stable. Je ne suis pas venu ici pour me réconcilier et je ne suis pas venu pour faire une scène. Alors pourquoi? La voix d'Henri s'est brisée. Il avait l'air vieux soudainement, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu à cause de grand-mère Marguerite. Le nom est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Des ondulations de malaise se sont propagées parmi les parents rassemblés. Elle a cru en moi quand cette famille ne l'a pas fait, a poursuivi Lise.
Elle m'a laissé un trust qui a payé mon éducation. Une éducation que vous vouliez m'enlever. Elle a vu quelque chose en moi que personne d'entre vous n'a pris la peine de chercher. Vincent s'est avancé, retrouvant sa voix. Attends une minute. Nous n'avons jamais dit. Oncle Vincent. Lise s'est tournée vers lui et quelque chose dans son expression l'a fait s'arrêter au milieu de sa phrase. Je me souviens exactement de ce qui a été dit. J'étais là. J'ai entendu chaque mot. Je vous ai regardé exiger mon fonds d'études pour Marc parce que j'étais banal et que j'allais de toute façon à l'IUT. Elle a regardé Marc, qui s'était encore plus reculé vers la haie. Et Marc, je ne suis pas ici pour t'humilier. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Tu as été élevé pour croire que tu étais spécial sans jamais apprendre quoi faire quand être spécial ne suffisait pas. Marc n'a rien dit. Sa bière tremblait dans sa main. Lise s'est retournée vers Henri. Grand-père, tu m'as qualifié de banal il y a 15 ans, et tu avais raison. Je suis banal. Je n'ai pas le QI de Marc. Je n'étais pas un prodige. J'étais juste une fille qui a travaillé dur, a souvent échoué, et s'est relevée à chaque fois. Elle a fait une pause. C'est la différence entre nous et eux, tu sais. Nous avons appris à tomber. Eux n'ont jamais eu à le faire. Puis-je être honnête avec vous une seconde? C'est le moment que j'attendais de vous raconter. Si vous êtes toujours là à regarder, vous êtes mon genre de personne. Quelqu'un qui croit que le travail acharné l'emporte sur les privilèges. Si vous voulez voir ce que Lise a fait ensuite, quelque chose que personne dans cette famille n'attendait, assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Lise s'est dirigée vers Marc. Il a tressailli comme si elle allait le frapper. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu comment il était assis dans son t-shirt HEC ce jour-là, examinant ses ongles pendant que sa tante me crachait au visage. Marc. Lise s'est arrêtée à quelques mètres, lui laissant de l'espace. J'ai entendu dire que tu avais eu quelques années difficiles. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Bien, parce que je n'en offre aucune. Le jardin était silencieux maintenant. 30 parents regardant comme des spectateurs à un accident de voiture. Je t'offre une opportunité, a poursuivi Lise. Ma fondation, la Fondation Marguerite Brennan, a un programme de reconversion professionnelle, 6 mois de formation, de mentorat, d'aide au placement. C'est conçu pour les gens qui ont besoin d'un nouveau départ. Le visage de Marc est passé par plusieurs émotions, la confusion, la colère, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir avant qu'il ne l'étouffe. Tu veux que j'aille dans un programme caritatif? J'ai fait 2 ans à HEC. Il y a des années, a dit Lise d'une voix douce mais ferme. Marc, je n'essaie pas de t'embarrasser. J'essaie d'aider. Le programme est gratuit. La seule exigence est de se présenter et de faire le travail. Je n'ai pas besoin. L'offre est valable. Lise s'est détournée de lui, laissant le choix en suspens. Quand tu seras prêt. Si jamais tu es prêt. J'ai regardé le visage de Marc alors qu'elle s'éloignait. Il avait 33 ans, portait une chemise qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel bien qu'il soit au chômage depuis des années. Ses mains tremblaient alors qu'il portait sa bière à ses lèvres. L'enfant prodige, le génie, l'espoir de la dynastie Dubois. Debout dans le coin à la fête de son grand-père, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux, se voyant offrir la charité par sa cousine banale. Parfois, la vie écrit sa propre ironie. Il suffit de vivre assez longtemps pour la lire. Un SUV noir est entré dans l'allée. Je n'avais pas remarqué son arrivée. Tout le monde était trop concentré sur Lise et Marc. Mais maintenant, la porte du conducteur s'est ouverte et l'une des assistantes de Lise est sortie. Elle s'est dirigée vers le côté passager et a ouvert la porte arrière. Pascal en est sorti. Je l'ai à peine reconnu. La femme qui m'avait craché au visage il y a 15 ans avait été soignée, prospère, cruelle de la manière que seuls les gens à l'aise peuvent l'être. Cette Pascal était maigre, trop maigre. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Elle portait des vêtements propres mais simples qui semblaient provenir d'un bac de dons, car c'était probablement le cas. Pascal. La voix d'Henri s'est brisée. Où étais-tu? Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis 2 ans. Papa. La voix de Pascal était à peine un murmure.
Je suis dans un foyer pour femmes depuis 2 ans. Richard a tout pris. La maison, les économies, les investissements. Je n'avais même pas assez pour une caution d'appartement. Vincent s'est avancé. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Pourquoi n'as-tu pas j'ai appelé? Quelque chose a vacillé dans les yeux de Pascal. Le fantôme de la femme qu'elle était autrefois. Je t'ai appelé, Vincent, 3 fois. Tu n'as jamais rappelé. J'ai appelé papa. Il a dit qu'il était trop occupé à gérer la situation de Marc pour aider. Le visage d'Henri est devenu blanc. Ses mains tremblaient sur sa bouteille d'oxygène. La seule personne qui m'a contacté, a poursuivi Pascal, sa voix se brisant, était la nièce sur laquelle j'ai craché il y a 15 ans. Lise m'a trouvé. La fondation de Lise m'a contacté. Lise m'a offert de l'aide quand ma propre famille ne pouvait pas s'en donner la peine. Elle s'est tournée pour me regarder. Ses yeux étaient humides. Je ne savais pas quoi ressentir. La vengeance, la pitié, la rage pour les années de silence, la cruauté, le crachat sur ma joue, tout ça. Rien de tout ça. Quelque chose entre les deux. Lise a ouvert sa mallette. Elle en a sorti un dossier. Impeccable, professionnel, portant le logo de la Fondation Marguerite Brennan en élégantes lettres vertes. Tout le monde, a-t-elle dit en élevant la voix pour que tout le jardin puisse entendre. J'aimerais faire une annonce. Les parents se sont agités mal à l'aise. Henri a agrippé sa bouteille d'oxygène. Vincent et Barbara ont échangé des regards nerveux. Il y a 6 mois, j'ai créé la Fondation Marguerite Brennan, du nom de mon arrière-grand-mère, la femme qui a rendu possible tout ce que j'ai accompli. Lise a brandi le dossier. Cette fondation offre des bourses et des formations professionnelles aux femmes en crise, aux mères célibataires, aux survivantes de violences conjugales, aux femmes qui ont été abandonnées par leur famille et leur système. Elle s'est tournée vers Pascal. Tante Pascal, j'aimerais t'offrir une place dans notre programme de certification en comptabilité. 6 mois de formation, entièrement gratuit. Nous fournirons un logement de transition pendant le programme et une aide au placement par la suite. Si tu obtiens la certification, tu auras les compétences pour reconstruire ta carrière. Pascal a regardé le dossier comme s'il pouvait la mordre. Je ne. Elle a secoué la tête. Je ne comprends pas. Après ce que j'ai fait à ta mère. Ce n'est pas du pardon. La voix de Lise était claire comme du cristal. Ce que tu as fait à ma mère ne pourra jamais être défait. Je me souviens du crachat sur son visage. Je me souviens du silence dans cette pièce. Je me souviens que tu m'as qualifié de banal comme si c'était une condamnation à mort. Le jardin était absolument immobile, 30 témoins retenant leur souffle. Mais grand-mère Marguerite croyait que tout le monde méritait une seconde chance, a poursuivi Lise. Elle m'en a donné une quand personne d'autre ne l'aurait fait. Cette fondation est son héritage, pas le mien. Et il ne s'agit pas de ce que tu mérites, tante Pascal. Il s'agit de qui je choisis d'être. Elle a tendu le dossier. Les mains de Pascal tremblaient en le prenant. Des larmes coulaient sur son visage. De vraies larmes, du genre qu'on ne peut pas simuler. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Geneviève, je suis tellement désolé. J'ai regardé ma sœur, la femme qu'elle était devenue, les ruines de la personne qui s'était sentie si supérieure. Garde tes excuses, ai-je dit doucement. Ne gâche juste pas cette chance. Henri Dubois s'est effondré dans son fauteuil en osier. Pas de manière dramatique. Ses jambes ont simplement cédé et il s'est assis lourdement, sa bouteille d'oxygène cliquetant contre la coudoir. Pendant un long moment, il a juste fixé le sol, respirant lourdement par le nez. Vincent s'est précipité à ses côtés. Papa. Papa, ça va? Ça va. La voix d'Henri était à peine un murmure. Ça va. Mais il n'allait pas bien. Je pouvais le voir sur son visage. L'effondrement de quelque chose qu'il avait construit toute sa vie. La hiérarchie, la certitude, la croyance inébranlable qu'il avait toujours su ce qui était le mieux. Il a levé les yeux vers Lise, puis vers moi, puis de nouveau vers ses mains. Marguerite, a-t-il dit lentement, et j'ai réalisé qu'il parlait de ma grand-mère, a toujours dit que j'avais tort à ton sujet, Geneviève. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. J'avais attendu 15 ans pour entendre ces mots, j'en avais rêvé dans mes moments de faiblesse, j'avais imaginé comment ils sonneraient.
Il sonnait plus petit que ce à quoi je m'attendais. Elle avait raison, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin que tu sois d'accord, papa. J'ai cessé d'avoir besoin de ça il y a longtemps. Vincent a essayé d'intervenir. Papa, c'est ridicule. Marc est toujours. Marc a du potentiel. Vincent. La voix d'Henri était tranchante. Tais-toi. L'enfant prodige s'est tu. Pour peut-être la première fois de sa vie, Vincent Dubois n'avait rien à dire. Henri est resté assis là, entouré de la famille qu'il avait tenté de façonner à son image, regardant la petite fille qu'il avait méprisée et la fille qu'il avait abandonnée. Son empire d'attente gisait en morceaux autour de lui. Il ne s'est pas excusé. Je ne m'y attendais pas. Les hommes comme mon père ne s'excusent pas. Leur orgueil ne le permet pas. Mais son silence en disait assez. La montre de Marguerite, a-t-il finalement dit, pointant mon poignet d'un doigt tremblant. Tu la portes toujours. J'ai baissé les yeux sur la montre rayée. Tous les jours. Il a hoché la tête une fois, n'a rien dit de plus. Lise est venue se tenir à côté de moi, et j'ai pris sa main. 30 parents nous regardaient, certains avec honte, certains avec confusion, certains avec la prise de conscience naissante qu'ils avaient été du mauvais côté de l'histoire pendant 15 ans. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je dit, et ma voix a porté dans le jardin silencieux. Je suis venu parce que ma fille me l'a demandé, et je suis resté parce que je voulais qu'elle voie quelque chose. Je me suis tourné vers Lise, puis de nouveau vers la foule. Je voulais qu'elle voie que le succès ne signifie pas devenir les gens qui vous ont fait du mal. Ça ne veut pas dire leur frotter le nez dans leurs erreurs ou les faire se sentir aussi petits qu'ils vous ont fait sentir. Pascal serrait son dossier contre sa poitrine, les larmes coulant toujours. Marc s'était tellement retiré dans la haie qu'il en faisait presque partie. Vincent et Barbara se tenaient figés comme des statues dans des vêtements de la saison passée. Ma fille a bâti une entreprise valant 200 millions d'euros, ai-je poursuivi. Elle aurait pu acheter toute cette propriété et expulser tout le monde. Elle aurait pu envoyer des avocats, faire des menaces, prendre ce qu'elle voulait. J'ai regardé Lise et mon cœur s'est gonflé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, les hélicoptères ou le succès en affaires. Au lieu de cela, elle a créé une fondation. Elle l'a nommée d'après la femme qui a cru en nous. Et elle a offert de l'aide aux personnes qui nous ont fait du mal, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que c'est qui elle est. J'ai serré la main de ma fille. Je pensais que la famille signifiait accepter tout ce qu'ils nous faisaient subir. J'avais tort. La famille, c'est ceux qui sont là pour vous, pas ceux qui partagent votre sang. Et le sang que nous partageons ne nous oblige pas à accepter les abus. Je me suis tourné vers l'hélicoptère. Au revoir à tous. Je ne pense pas que nous nous reverrons. C'était il y a 6 mois. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après que Pascal ait terminé le programme de certification en comptabilité. Elle a obtenu son diplôme, 3e de sa classe. Il s'avère que lorsqu'on enlève la cruauté et le sentiment de supériorité, il y avait une personne capable enfouie en dessous. Elle travaille maintenant comme comptable pour un petit cabinet à Lyon. Nous ne sommes pas proches. Je ne pense pas que nous le serons jamais, mais elle envoie une carte à Lise à chaque Noël. Merci pour la seconde chance que je ne méritais pas. Marc n'a jamais accepté l'offre de Lise. Il vit toujours avec ses parents. Vincent et Barbara ont emménagé dans la maison d'Henri après avoir vendu leur dernière propriété. D'après ce qu'Éléonore me dit, il passe le plus clair de son temps à jouer à des jeux vidéo et à se plaindre que le système est truqué contre les gens intelligents. Certaines personnes ne peuvent apprendre que les leçons qu'elles sont prêtes à entendre. Vincent a fait faillite l'année dernière. La maison familiale est hypothéquée jusqu'au cou et on parle de la vendre pour payer les frais médicaux. La dynastie Dubois, bâtie sur 4 générations, se terminera par des paiements de maisons de retraite et des disputes pour savoir qui récupère les meubles. Mon père ne s'est jamais excusé. Ni ce jour-là, ni depuis. Éléonore dit qu'il parle encore de Marc parfois, qu'il croit toujours que le garçon trouvera sa voie. Certaines illusions sont trop confortables pour y renoncer. Mais il a complètement arrêté de parler de moi. Et étrangement, cela me suffit. Quant à Lise et moi, elle m'a acheté une maison l'année dernière. Rien d'extravagant. 3 chambres, un jardin que j'ai enfin le temps d'entretenir maintenant que j'ai pris ma retraite anticipée. Un Porsche avec une balançoire où je bois mon café tous les matins. Maman, a-t-elle dit en me donnant les clés, tu m'as tout donné.
Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Sur le mur de mon nouveau salon, il n'y a qu'une seule photographie. 2 femmes, mère et fille, banales et extraordinaires, souriant toutes les deux. Ces jours-ci, ma vie est plus calme qu'elle ne l'a jamais été. Je me réveille sans réveil, chose que je n'ai pas pu faire pendant 25 ans de garde d'infirmière. J'entretiens mon jardin où poussent des tomates et du basilic à côté de fleurs dont je ne connais pas le nom. Je lis des livres pour lesquels je n'ai jamais eu le temps. Je fais du bénévolat à l'hôpital 2 fois par semaine, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'en ai envie. Lise m'appelle tous les soirs, peu importe à quel point elle est occupée. Sentier Vert se prépare pour une introduction en bourse l'année prochaine. Les projections disent que la société pourrait valoir un demi-milliard d'euros. Ma fille, la PDG, ma fille, celle dont il disait qu'elle n'arriverait jamais à rien. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. L'argent n'est pas ce qui compte. Le mois dernier, Eleanor Brennan est décédée paisiblement dans son sommeil. Elle avait 92 ans. À ses funérailles, j'ai trouvé une lettre qu'elle avait écrite pour moi des années auparavant, glissée dans son testament. À l'intérieur se trouvait une autre lettre, celle-ci de l'écriture de ma grand-mère, datée de 3 mois avant sa mort. Ma chère Geneviève, lisait-on, au moment où tu liras ceci, je serai parti, et j'espère que tu auras prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort, y compris à toi-même. Ton père voit le monde à travers une lentille que je ne peux pas changer. Il a été élevé pour croire que les femmes sont des personnages secondaires dans les histoires des hommes. C'est sa tragédie, pas la tienne. Tu es l'héroïne de ta propre histoire. Tout comme Lise. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Tout mon amour, toujours, grand-mère Marguerite. Je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude. Ma grand-mère a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a protégé ma fille avant même que ma fille n'existe. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la barrière de la mort, elle a trouvé un moyen de me le dire une fois de plus. J'étais suffisante. Je l'avais toujours été. Alors, quelle est la leçon ici? J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que c'est ceci. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur. Vous ne pouvez que la vivre. Pendant des années, j'ai essayé de gagner l'approbation de mon père. J'ai excellé à l'école. J'ai bâti une carrière. J'ai élevé une fille seule. Rien de tout cela ne comptait pour lui. Non pas parce que mes réalisations n'étaient pas réelles, mais parce que sa vision était brisée. Il ne pouvait pas voir ce qu'il avait décidé de ne pas chercher. J'ai gaspillé tellement d'énergie à essayer de me prouver à quelqu'un incapable d'être convaincu. Si vous regardez ceci, si vous avez été le négligé, le banal, l'enfant qui ne correspondait jamais tout à fait au moule que votre famille voulait, je veux que vous sachiez quelque chose. Leur cécité n'est pas votre échec. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Elle ne l'a jamais été. Certaines personnes ne vous apprécieront que lorsque vous n'aurez plus besoin de leur validation, et d'ici là, leur opinion n'aura plus d'importance de toute façon. Fixez vos limites. Protégez votre paix. Quittez les tables où vous n'êtes pas le bienvenu et construisez votre propre table à la place. Vous n'avez pas à leur prouver qu'ils ont tort. Vous devez juste vous prouver que vous avez raison, à vous-même. Ma grand-mère le savait. Lise l'a appris. Je l'apprends encore chaque jour dans mon jardin avec mon café et ma montre rayée. Certaines excuses ne viennent jamais. Certaines familles ne changent jamais. Certains enfants prodiges n'apprennent jamais à échouer. Et certains pères n'apprennent jamais à voir. Mais vous pouvez apprendre à laisser cela être leur perte, pas la vôtre. Lise a fait atterrir un hélicoptère sur la pelouse de mon père le mois dernier. Mais la vraie victoire n'était pas l'hélicoptère, ni l'entreprise, ni l'argent. La vraie victoire était de savoir enfin, complètement, irrévocablement, que nous n'avions jamais eu besoin d'eux. Nous n'avions besoin que de nous. Avant de partir, je veux partager quelque chose qu'un thérapeute m'a dit un jour à propos de mon père. Henri n'est pas un monstre, a-t-elle dit. C'est un produit. Il a été élevé dans une génération qui enseignait aux hommes que leur valeur venait de l'héritage, des fils, de la transmission, des noms de famille sur les bâtiments. Les filles étaient des investissements dans d'autres familles. Les filles étaient des investissements en soi. Elle m'a aidé à comprendre que la cruauté de mon père n'était pas personnelle. C'était une programmation.
3 générations de patriarcat provincial distillées en un seul homme qui croyait sincèrement faire ce qui était juste pour la famille. Cette compréhension n'excuse pas ce qu'il a fait. Elle n'efface pas le crachat sur mon visage, ni les années de silence, ni la façon dont il regardait Lise comme si elle n'était rien, mais elle l'explique. Une explication m'a aidé à me défaire de la colère qui me rongeait de l'intérieur. Mon père mourra en croyant qu'il avait raison. Marc passera probablement sa vie à blâmer tout le monde. Vincent continuera à courir après le succès qui lui échappe toujours. C'est leur histoire. Elle n'a pas à être la mienne. Si vous vous accrochez à la rage contre quelqu'un qui vous a fait du mal, un parent, un frère ou une sœur, une famille qui vous a laissé tomber, je veux que vous sachiez que vous avez le droit de laisser tomber. Pas pour eux, pour vous. Porteur le poison de quelqu'un d'autre ne le punit pas. Cela ne fait que vous brûler.